Bonjour mes amis, Azul Fallaoun, Sol Khair alaikum. Aujourd'hui, je vais traiter un papier de circonstance d'ailleurs, parce que je vais parler du 19 mai et je vais parler 19 mars, pardon, et je vais parler de la zone autonome d'Alger. Et en même temps, la réunion du CNRA où on devait participer à Tripoli. J'ai intitulé mon papier « Ils avaient préféré Tripoli à Alger ». Mai 62, cela va faire plus de 5 mois qu'en compagnie du commandant Moussa Sharaf, nous avons regagné Alger grâce aux filières de Nidam, l'organisation, auquel nous avait recommandé Ben Youssef Ben Khadda Rabbi Yarhamou, le deuxième président du GPRA, qui avait succédé au terme du CNRA d'août 1961 à Farhat Abbas Rabbi Yarhamou. Bientôt, nous fûmes rejoints par le commandant Omar Sadiq, qui sera mon adjoint à la zone autonome d'Alger. Ressusciter la zone autonome, ressusciter, recomposer et revitaliser. Et d'autres anciens cadres de la Wilaya 4, dont les capitaines Boualem Siddiq et Ali Lonissi. Le colonel Sissadq, le Hagdana, Mohamed Sharrak, Aïtsi de la Wilaya 1, Hamid Dali, Mustafa Blidi, qui a interrompu sa convalescence en Suisse pour s'engager avec nous dans le combat sans merci que nous allions livrer contre l'OAS. Avec l'ouverture des prisons suite à la signature des accords d'Évian et le cessez-le-feu intervenu le 19 mars 1962, des détenus sont venus forcir nos effectifs, et de mémoire, je citerai Balaman, qui a été maire d'Alger, Allah yarham, Lakhdar, le police, Mohamed Flissi, Allah yarhamam, Harizi, Houhat, Sadiq Kiraman, Mohamed Ammar, Mohamedi Ammar, Di Mehdi, Mazal Hay, Allah, Rabbi يعيش إن شاء الله, الله يذكر بالخير. رباح الأخضر, عبد القادر التونسي, Allah yarhamam. Il y avait également Hamid Sittahar, capitaine Sittahar de Belcourt, capitaine Sinachak, un ancien du commando Ali Khoja, dont j'étais le chef et dont j'ai eu l'honneur de le diriger dans les maquis de la Wilaya 4.
Je noterai avec tous ses compagnons en y opposant une mention spéciale à M. Athman Belouizdad, militant du PPA-MTLD, membre du groupe des 22. Cet homme remarquable de modestie, malgré un passé flamboyant, avait décliné notre proposition de lui donner de hautes responsabilités. Il avait préféré se consacrer à l'hygiène et de la propreté de la ville, à commencer par le quartier de Bellecour, lequel porte aujourd'hui le nom de Mohamed Belouizdad, premier chef de l'organisation spéciale OS. J'en oublie assurément, et non des moindres, qu'ils veuillent m'excuser s'ils sont toujours de ce monde, qu'ils me pardonnent s'ils ne sont plus. L'organisation a érigée en zone autonome depuis le congrès de la Soumane d'août 1956, avait terriblement souffert de la guerre totale qui a été livrée aux fidèles de Youssef Saadi et des coups foudroyants qui lui ont été portés. On ne se relève pas aisément de la mort de plus de milliers de militants et de citoyens. Chiffre du général Massu et la disparition de 3024 autres, selon Paul Tejan, le secrétaire général de la préfecture d'Alger, démissionnaire pour protester contre les méthodes fort peu républicaines des parachutistes qui avaient plein pouvoir de police depuis le 10 janvier 1957, en prévision de la grève générale des 8 jours à compter du 27 du mois. La capitale avait été livrée aux léopards de Bijar. À ces chouhada, il faut ajouter les milliers de blessés et de traumatisés à vie par la pratique de la torture systématique institutionnalisée par Paris. Depuis l'arrestation de Youssef Saadi, le 24 septembre 1957, l'organisation de la capitale s'était diluée dans l'ensemble des 6 wilayas que comptait le pays. Il s'agissait donc, pour organiser la résurrection, d'unifier les différents groupuscules qui activaient pour le compte de tel ou autre commandement à l'intérieur
et informer toute l'organisation militaire sur tout le territoire national de la nouvelle direction qui avait reçu aval et mandat du GPRA, qui était notre seul interlocuteur hiérarchique et duquel nous dépendions directement. À la veille de la tenue du dernier congrès du CNRA à Tripoli, Alger vit dans un amok endémique. Une ambiance de fin d'empire s'est emparée des esprits gagnés par l'anarchie. L'ordre colonial convulse. Son agonie est indescriptible de violence. Le dernier préfet Igam d'Alger reconnaîtra, plusieurs années plus tard, qu'entre décembre 1961 et juin 1962, décembre 1961 et juin 1962, c'est-à-dire 7 mois, l'OAS a commis plus d'attentats que le FLN pendant toute la guerre. La mort régente à Alger. L'OAS tue, malgré l'arrestation de son chef, le général Félan, à la retraite, Raoul Salan, un des généraux putschistes du 21 avril 1961, avec d'autres généraux, Maurice Chal, Edmond Jouot et André Zeller. L'OAS a multiplié les assassinats et les opérations de sabotage. Alors qu'entre août et décembre 1961, le bilan officiel des victimes des attentats se chiffrait à 153 morts, uniquement pour le mois de février, il a été relevé 553 assassinats pour la seule région d'Alger. Il y avait des jours où nous comptions plus d'une centaine de meurtres. La mort à plein temps. L'OAS vole. Les hold-up ne se comptaient plus. Je les mets entre guillemets, car ces attaques de banque relevaient plus du fric-frac des pieds nickelés que de casse. Tant était criarde la complicité entre les faisans et les malandrins. Tout juste, si on ne leur offrait pas une kémia. On suce des nouveaux francs qui leur remettaient avec les compliments de la direction. Le soir, voleurs et gendarmes se retrouvaient au bar du quartier pour faire les comptes devant détournés d'Anisette. En fait de magot, les sommes étaient dérisoires. Si on considère l'importance des agences bancaires, l'argent, les gros sous, celui des colons, l'argent de la sueur séculaire des Algériens se trouvait déjà
dans des coffres en Suisse, dans les paradis fiscaux des Caraïbes, dans les affaires prometteuses, dans les capitales sud-américaines où se trouvaient depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale les rescapés nazis de la débâcle d'Hitler. Ici, ceux qui restaient raclaient les fonds de tiroir. L'OAS pille des commandos sur lesquels fermaient les yeux les autorités civiles et militaires, prenaient d'assaut des armureries de camps et de casernes, tuant au besoin les quelques appelés qui vidaient leur jus en attendant l'acquis prochaine assurée par l'échéance inéluctable du référendum du 1er juillet 62. L'OAS saccage. Les villes algériennes vivaient au son des bombes au plastique. Leurs habitants se réveillaient avec, s'endormaient avec, mangeaient avec, allaient au travail avec. C'est en Algérie que naquirent les nuits de toutes les couleurs, durant lesquelles l'activité des commandos OAS consistait à organiser des quantités d'attentats, baptisés Nuit bleue, Nuit blanche et Nuit rouge. Ainsi, par exemple, les 25 bombes de la nuit du 16 août 1961 à Alger étaient appelées Nuit bleue. Puis il y eut la Nuit blanche. 9 attentats à Paris dans la nuit du mercredi 24 au 25 janvier 1962, entre 22h et 2h35, pour commémorer la semaine des barricades d'Alger du 24 janvier au 1er février 1961. Plus tard, le 5 mars 1962, afin de peser sur l'issue des pourparlers d'Évian, à défaut de les compromettre, pensait-il, il y eut une nuit d'attentats contre des commerces algériens des quartiers de Bab el-Oued, La Kasbah ou Belcourt. Celle-ci fut dénommée Nuit rouge. 125 plastiquages en moins de 2 heures. 125 plastiquages en moins de 2 heures. La police avait estimé que plus de 50 équipes de plastiqueurs avaient été nécessaires pour faire les 125 plastiquages. Le matin du 2 mai, le port d'Alger connaît une animation particulière. Des dizaines de dockers font la queue le long des grilles attendant le chef d'exploitation qui leur donnera le jeton magique, équivalent d'une journée de travail. Juste de quoi assurer le repas du soir. Un camion est garé, là, non loin. Un camion bourré de ferraille qui explose dans un bruit d'enfer.
ouvrant les bandes de la mort. 70 d'entre eux sont foudroyés. Des centaines gisent et hurlent leur douleur. Leur crime était de vouloir donner une pitance à leur famille le soir venu, après une journée de labeur de paria. La révolte est à son comble. L'horreur ajoutée à l'horreur. Les Algériens des quartiers environnants crient vengeance. Pour protéger les accords d'Évian et les engagements du GPRA, nous leur avions demandé plus qu'ils ne pouvaient supporter. Pauvre peuple. Il est des moments où les hommes sont convaincus que la mort est le meilleur remède contre l'indignité dans laquelle l'ennemi veut les plonger. Ils déferlent de toutes parts, des quartiers européens. C'est dans de tels moments qu'on se rend compte de ce que le mot FLN voulait dire en son temps. En son nom, les cadres de la ZAA ont dressé un barrage d'autorité hermétique. En son nom, ils ont amorti la formidable et légitime colère populaire. Le 14 mai, ce fut l'énergique riposte des fidèles de la ZAA. Il nous fallait faire quelque chose. Nous l'avions mûri. Son temps était limité. 10 minutes. Et la peur changea de camp. À bord de chacune des voitures, de la zone sont montés 3 fidèles. L'un lance 1 à 2 grenades, les 2 autres armés de pistolets mitrailleurs arrosent les cibles, je dis bien les cibles. Bilan officiel de la délégation générale: 17 membres influents de l'OAS tués et 35 blessés. Dans les repères où ils pensaient être en sécurité. Je pense qu'on peut aisément multiplier par 3 ce chiffre. C'est vrai. Les Européens qui croyaient encore en l'invulnérabilité des sicaires de leur armée secrète se rendent compte de l'incapacité de ces chefs à se protéger eux-mêmes dans leur cachette. Les fidèles étaient sous les ordres des capitaines Sittar de Bellecour et Sinach. Sinach qui avait fait ses preuves au sein du commando Ali Khoja. Parallèlement, il y a lieu de noter que nos actions reposaient sur un service de renseignement particulièrement efficace que dirigeait le regretté
Mohamed Dokit, un des pionniers du PPA, un ami proche de l'Arbi Ben Mehdi. Ce service de renseignement nous a permis de localiser les déplacements des responsables OAS et monter des opérations de représailles. Et très souvent, même, de communiquer des renseignements précis au préfet Vitalis Cross à travers l'exécutif provisoire du Rocher Noir, Boumerdès. Okit et ses collaborateurs avaient établi un fichier des chefs de l'OAS d'une remarquable précision. Les abeilles ouvrières de ces fichiers étaient les femmes de ménage, nos sœurs et nos mères, qui ont eu un rôle de premier ordre en donnant des informations sur tout ce qui se passait dans les quartiers européens où elles étaient employées. Nous en étions là, du front d'Alger contre l'OAS, quand nous parvint, Omar Siddiq et moi, la convocation pour le congrès du CNRA, dont nous étions tous deux membres. Congrès qui devait se tenir à Tripoli, la capitale libyenne, à partir du 27 mai 1962. À cet effet, nous avions organisé au cinéma Dunia Z, ex-Lido, sur l'actuelle rue Abel Ramdan, un important meeting pour honorer de leur présence parmi nous les vice-présidents Karim Belkacem et Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, récemment libérés d'Aulnoy, où ils se trouvaient en captivité avec Hossein Naïd Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mohamed Al-Khaydar, Rabbi yarhamou. Tous les trois avaient été, le 22 octobre 1956, dans le piratage de l'avion de la compagnie Air Atlas, Air Maroc, qui les transportait de Rabat à Tunis. Et Rabah Bitat, ancien chef de la zone centre, devenu Wilaya 4 après le découpage intervenu au congrès de la Soumane. Bitat avait été arrêté en mars 1955. Je rappellerai que Mostafa Al-Ashraf, Rabbi yarhamou, qui se trouvait également dans l'avion détourné par les Français, avait, pour raison de santé, été placé en résidence surveillée. Il s'était évadé pour rejoindre Tunis. Il fut un des rédacteurs de la charte de Tripoli. C'est lui qui avait d'ailleurs procédé à sa lecture devant les congressistes en 1962. Omar Siddiq et moi, nous nous trouvions sur la tribune avec nos illustres hôtes. Les allocutions d'usage, lues, les questions des assistants tournaient autour des grands sujets politiques, comme le référendum, l'indépendance,
l'avenir politique du pays quand se leva Mohamed Ammar. Il est toujours vivant. Pour nous, il s'agissait de Mehdi, le responsable de la zone Kasbah. Il deviendra le premier préfet d'Alger, auquel Vitalis Cross, dernier préfet Igam d'Alger, a remis symboliquement les clés le 3 juin 1962, les clés de la capitale, le 3 juin 1962. Mehdi a refusé de faire allégeance à Ben Bella. Il a démissionné plutôt que d'accepter de servir autre chose que son pays. Son nom aujourd'hui a été effacé des tablettes et son portrait ne figure même pas parmi ceux qui ornent les murs de la wilaya. Il y a un mur où tous les préfets qui sont passés de l'indépendance à ce jour, il y a leur profil, sauf celui de Mehdi. Mehdi était un militant de première heure. Malgré son jeune âge, il avait affûté ses armes politiques au sein du PPA-NTLD. Préparateur en pharmacie, doué d'une capacité d'analyse remarquable, lui aussi venait d'être libéré des geôles colonialistes. Il s'est adressé directement à la tribune. Sa voix portée, son accent dans lequel déductif coulaient les ruisseaux de ces montagnes d'Iré-les-Moulins. Et le débit calme et déductif avait convié la salle au silence. Je le cite. Je voudrais poser une question à nos honorables hôtes. Il marque une pause. Je voudrais que vous me disiez où s'est déroulé le premier congrès du FLN. Silence. Les têtes se tournent vers l'auteur candide de l'apostrophe. Boudiaf se penche vers Omar Siddiq. Celui-ci devine la question qui allait lui être imposée. Qui donc est cet Olybrius qui vient dans une réunion militante alors qu'il ne sait pas où sont déroulées les premières assises du Front de libération nationale? Omar ne répond pas, mais d'un signe de la tête, Boudiaf comprend qu'il lui demande de patienter et d'attendre la suite de l'intervention. Sans se démonter, sachant pertinemment l'effet pétulant que venait de provoquer sa question enrobée d'une feinte innocente, Mehdi poursuit. Quand s'est déroulé le congrès de la Soumane? Nouveau silence. Veut-il agacer l'assistance et les invités? On le ferait à moins. Puis il enchaîne calmement. Je sais où et quand s'est tenu ce congrès fondateur. Je sais qu'il s'est tenu à Ifri, Ouzlagan, en Wilaya 3. Je sais que la date retenue par l'histoire est le 20 août 1956. Un an, jour pour jour, après le soulèvement généralisé du Nord constantinois décidé par Giroud Youssef Rabbi Ramo. Partant de cela, cette action audacieuse, à plus d'un titre, appelle d'autres questions. Qui a protégé les congressistes en dehors
des unités du colonel Amirouche, qui a nourri les 300 combattants et congressistes près d'un mois au nez et à la barbe des troupes colonialistes, sans que rien ne filtre, dans une zone cernée de toutes parts. Je vous pose une dernière question. Pourquoi donc utiliser la maison d'un voisin pour faire ce que l'on peut faire chez soi? En fait, quelques jours avant de recevoir le vice-président Mohamed Boudiaf et Karim Belkacem, nous avions adressé au secrétariat du CNRA, Conseil national de la Révolution algérienne, un courrier destiné à la direction politique. Nous avions envoyé nos procurations au colonel Ouamran pour nous représenter lors des votes. Ces procurations étaient accompagnées d'une lettre adressée au bureau du Congrès dans laquelle nous suggérions, puisque le premier congrès du FLN s'était déroulé en plein cœur de l'Algérie, en Kabylie et en pleine guerre le 20 août 1956, que le congrès a été couronné de succès et qu'il a constitué une réussite grâce à la protection de notre population. Pourquoi le dernier congrès, alors que les combats ont cessé officiellement, ne se déroule-t-il pas à Alger, la capitale de décembre? Je me souviens parfaitement de la formule, capitale de décembre. Alger ne mériterait-elle pas ce congrès? Nous avions souligné que nous ne pouvons pas assister, compte tenu de la situation intérieure et la gravité des événements auxquels étaient confrontés nos compatriotes. Cette situation exigeait notre présence à Alger en raison des impératifs de mobilisation pour la défense des accords d'Évian qui était notre mission à Alger. Selon nous, ce congrès aurait été général parce qu'il aurait bénéficié des apports de militants formés dans les djebel, enrichis par la présence des cadres qui ont été formés dans les maquis des villes, à l'étranger, par les fédérations de France, de Tunisie, du Maroc, les cadres formés dans les prisons, ceux formés dans les pays amis et frères, les étudiants qui avaient été envoyés pendant la guerre pour se former et assurer le démarrage du pays, et surtout les femmes qui ont été si présentes durant le combat et si absentes après la victoire dans les structures politiques. Nous voulions en quelque sorte les états généraux de tout ce que le pays compte de patriotes qui ont pris part au combat multiforme qui a été le nôtre. Ce congrès aurait dégagé une assemblée constituante au sein de laquelle seraient représentées toutes les sensibilités politiques du pays, en occupant la place qui lui revient dans l'histoire. Le FLN n'aurait pas été privatisé et serait redevenu le patrimoine de tous les Algériens. En fait, après analyse, les tenants de la solution
Tripoli avait préparé le hold-up politique. Il fallait passer la charte qui avait été concoctée par Ben Bella et un groupe de clercs, dits de Hammamet, qui ont anesthésié le Congrès. L'autre objectif était de privilégier, une fois encore, une fois de plus, une fois de trop, le système de la cooptation hérité du mouvement national. N'était-ce pas Messadi el-Hajj et sa garde prétorienne qui décidaient en conclave de la liste des praticiens du parti? La pratique a subsisté pendant la guerre, ce qui en soi est compréhensible, mais la démocratie et la voie des urnes auraient pu donner à l'Algérie un autre destin que celui qui est le sien. Il se raconte dans nos villages qu'un jour, des personnes sont venues informer une mère que son fils avait fait une chute de cheval. Celle-ci, comme si elle s'y attendait, leur répondit: « Je le pressentais. » Rekba Meila. À son départ, il montait de travers. Ils ont voulu le pouvoir. Ils ont fait couler le sang. Ils l'ont pris. Je l'ai fait à Alger le 11 février 2018. Commandant HD. Merci.